Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce premier webinaire fédéral sur un sujet sur la transition collective. Merci d'être présents car nous venons de vivre une période très compliquée qui fait que les représentants de la fédération, les militants, les élus ont du mal à accéder depuis 1 an et demi aux formations. Donc, du coup, nous avons décidé de prendre des sujets spot sur certaines problématiques que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises. Et nous allons mettre en place une série de webinaires jusqu'à la fin de l'année, en attendant une reprise, je dirais, de manière transitoire, un peu plus lente que sur les formations que l'on fait tout au long de l'année. J'espère que le sujet sera très apprécié par vous. Je vais laisser la parole à Maxime Dumont qui fera ce webinaire. Vous pourrez poser des questions, je crois que c'était marqué dès le début, hein. Vous pourrez poser des questions et surtout, ce webinaire est enregistré, ce qui permettra de pouvoir le repasser sur les réseaux sociaux. Et ça vous permettra tout au long de la diffusion du webinaire de pouvoir poser vos questions. Et en même temps, si vous avez d'autres questions, Maxime Dumont, le vice-président fédéral, pourra vous y répondre. Vous connaissez tous ses coordonnées et vous pourrez l'appeler. Il se fera un plaisir de vous répondre à vos attentes. Voilà, bon webinaire à toutes et à tous. Et encore merci d'être présents et bonne formation. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, nous y voici. Donc, j'espère effectivement que ça ne sera pas trop difficile pour vous, cette information sur les transitions collectives. Pour animer donc cette séance, j'aurai avec moi donc Olivia, qui aura le bonheur de me poser des questions et j'essaierai de lui répondre. Voilà, tout au long donc, de ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Comme vous l'a dit donc, le président fédéral, donc, Thierry, vous pourrez effectivement me poser les questions un petit peu plus tard et sur mon adresse mail, et bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Eh bien, on va attaquer. Donc, Transco, donc les transitions collectives, donc KESACO. Oui, voilà, j'allais vous dire, Maxime, qu'est-ce que les transitions professionnelles collectives? Racontez-nous un petit peu ce dispositif. Alors, c'est un nouveau dispositif qui a été créé donc, par les partenaires sociaux avec l'État. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est co-construit en l'espace de quelques mois, 2 mois et demi exactement. Donc, c'est très court pour mettre un sujet comme ça sur la table. Il est en application depuis le 1er janvier 2021. Vous avez vu d'ailleurs que 2 entreprises importantes s'en étaient saisies. Il y a donc Carian, donc, qui est une entreprise qui s'occupe essentiellement des maisons de retraite qui l'a fait, et également donc, une entreprise qui s'occupe, elle, des marchés, qui également donc, s'immisce dedans. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près 2000 salariés qui sont en formation sur Transco. Donc, c'est une formation qui permet donc des reconversions professionnelles à froid plutôt que d'un PSE, vous savez, un plan de sécurisation de l'emploi, donc qui lui est à chaud et où on vous annonce qui va être licencié, qui sera dans la charrette. Ben là, ce n'est pas le cas. On regarde à froid comment on peut arriver à former les salariés. Donc, l'objectif, bien évidemment, de Transco, c'est d'abord d'anticiper les mutations économiques dans le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. C'est également d'accompagner donc les salariés dont l'emploi est menacé. Donc forcément, il faut que ce soit un emploi menacé. Et un emploi menacé, ce n'est pas forcément toute l'entreprise qui est menacée, mais c'est juste l'emploi. Et à se reconvertir donc sur des métiers qui sont forcément des métiers porteurs, donc où il y a du travail et où il y a du travail localement. C'est peut-être ça la particularité de Transco, c'est que ça se passe sur un bassin d'emploi et non pas sur toute la France. C'est vraiment le bassin d'emploi qui est attaqué ici. Et bien évidemment, il faudra se former plutôt que licencier.
Donc, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on veut au niveau des entreprises. C'est le pari qui a été pris, former plutôt que licencier. Le projet de reconversion doit remplir donc des conditions cumulatives. Elles sont celles-ci. Une formation certifiante ou qualifiante, bien évidemment, afin de changer de métier ou de profession. Une reconversion vers un métier porteur localement, je vous le disais juste avant, et on en reviendra tout au cours de ces 3 quarts d'heure. Et la formation ne peut excéder 24 mois ou 2400 heures. Ça en fait aujourd'hui les formations les plus longues qu'on peut arriver à faire. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire 24 mois. On peut faire 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Et on n'est pas obligé de faire 2400 heures puisque la plupart des formations, c'est aux alentours de 900 heures à peu près aujourd'hui. Le prestataire de formation doit délivrer une attestation de qualité, une attestation comme quoi vous avez bien suivi la formation et comme quoi vous avez obtenu à l'issue de la formation, on l'espère en tout cas, le diplôme requis. Quel intérêt, Maxime, apporte Transco à l'entreprise pour les salariés et ensuite pour les élus? Alors, Transco a plusieurs vertus, on va le dire comme ça. Pour l'entreprise, elle va former donc, sur des métiers porteurs localement, encore une fois, plutôt que de recourir à un PSE. Le PSE, c'est cher. Un PSE, il faut le structurer, il faut le trésoriser, il faut effectivement mettre, entre guillemets, de l'argent sur la table. Malheureusement, vous connaissez tous très bien ceci. Ce n'est pas le cas de Transco, puisque Transco, on verra tout à l'heure, a un financement qui est tout autre. Les associations de transition professionnelle, vous savez, qui remplacent les fonds GESIF, ces associations de transition professionnelle prennent en charge les frais pédagogiques, les frais de transport, l'hébergement et la rémunération également des salariés jusqu'à hauteur de 2 fois le SMIC. Et puis, si on gagne plus de 2 fois le SMIC, à ce moment-là, la hauteur de la rémunération, c'est à 90% du salaire initial. Donc, on voit que tout est financé dans Transco, contrairement à ce qu'on connaît dans d'autres systèmes. Le dispositif est financé donc, par le FNE Formation, selon bien sûr la taille de l'entreprise. Selon les tailles, on verra tout à l'heure, le financement change. L'entreprise d'accueil peut participer au cofinancement du parcours Transco, mais il y a une raison à cela, c'est tout simplement que l'entreprise qui va accueillir les salariés parce que lui-même cherche des diplômés, cherche des salariés dans son entreprise, il n'en trouve pas. Donc là, il va en avoir, allez, on va se dire le mot, gratuitement. Donc bien évidemment, ça peut énormément l'intéresser que l'entreprise qui va devoir se séparer de ses salariés le choisisse, parce qu'ils seront plusieurs à vouloir également ces salariés-là. Et pour être choisi, il a tout intérêt à faire une convention avec l'entreprise qui cède pour dire, voilà, moi, s'il y a un reste à charge, je suis prêt à payer le petit reste à charge qu'il y a. Au niveau des salariés, quel est le bénéfice? Le premier, c'est que bien que Transco se situe dans le cadre des transitions professionnelles, des CPF de transition professionnelle, pour autant, le CPF qu'a acquis le salarié ne sera pas mobilisé dans le cadre de Transco. Le salarié fera de la transition collective et gardera l'intégralité de son CPF. L'accompagnement est individuel par un conseiller en évolution professionnelle et c'est obligatoire. Donc, on a pour chaque salarié qui se mettra dans le dispositif une personne qui va accompagner ce salarié, qui s'occupera de l'ingénierie et de la mise en œuvre du parcours et également du financement. Et on sait que le financement est quelque chose d'extrêmement important dans ce type d'action. Après la formation, accès à l'emploi correspondant au parcours de reconversion, bien évidemment. Je vais aller vers l'emploi pour lequel je me suis formé, sinon ça n'aura pas de sens de le faire. Et ça aussi, c'est très important que le salarié soit garanti de ça. Ou alors, il pourra également réintégrer son entreprise aux conditions et au poste qu'il avait avant, ou alors sur un poste équivalent si ce poste, entre-temps, aurait disparu, ce qui est tout à fait possible également. Pour les élus, ils doivent obligatoirement constituer, donc, à déterminer donc, les emplois menacés dans l'entreprise via un accord de GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Le GEPP, ne vous prenez pas trop la tête, c'est ce qui remplace l'ex-GEPC. Alors, quels sont les acteurs qui interviennent dans Transco?
Alors, énormément d'acteurs. On va les passer là tous en vue. D'abord, il y a l'entreprise en mutation, puisqu'il ne peut pas y avoir de transition collective, de transco, si ça n'a pas été décidé par l'entreprise. Personne d'autre, c'est l'entreprise qui décide de le mettre en place. Donc, l'entreprise, conclusion d'un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, GEPP, sur les emplois identifiés dans l'accord comme fragilisés. Il n'y a que ceux-là qui seront touchés, personne d'autre. Engagement de l'entreprise à financer d'éventuels restes à charge, on en parlait juste avant, ça peut être l'entreprise qui finance le reste à charge, si des fois il y en a, mais ça peut être aussi l'entreprise receveuse. On l'a dit tout à l'heure. Au niveau des salariés, donc le salarié doit obligatoirement être volontaire. On ne peut absolument pas l'obliger à se mettre dans un dispositif transco. Il faut qu'il soit volontaire et bien sûr, pour être volontaire, il faudra le faire par écrit, bien évidemment. Il doit occuper un emploi qui est fragilisé et défini dans l'accord GEPP. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'entreprise que forcément il a le droit à un accord GEPP. Il faut que le poste qu'il a et l'emploi qu'il a soit bien défini comme étant fragilisé dans l'accord. Si il n'est pas défini le sien dans l'accord, eh ben, il ne pourra pas s'inscrire dans l'accord Transco. L'association de transition nationale CertifPro, qui est donc l'association où tous les partenaires sociaux se retrouvent, coordonne nationalement donc les ATPro, donc les associations de transition de chaque région, où sera examiné également donc les accords. L'opérateur du CEP, bien évidemment, du Conseil en évolution professionnelle, qui doit lui suivre l'intégralité des dossiers avec chaque salarié individuellement, je le redis, ce n'est pas collectif, là c'est individuellement, il les suit, et bien évidemment les OPCO et les directs qui, elles, devront aider les entreprises pour la mise en place de leur accord GEPP et des diagnostics RH qu'ils doivent faire également dans les entreprises. Ça, c'est surtout, bien évidemment, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les autres ayant des services RH généralement, et ils peuvent le faire totalement. Les associations de transition professionnelle, donc, qui s'appellent ATPro, eux ont la charge de piloter régionalement l'opérationnalité donc, de Transco et l'ensemble des dossiers qu'ils reçoivent, donc l'instruction des dossiers, le caractère réel et sérieux du dossier, bien évidemment, et le projet de transition collective. Attention, ce n'est pas parce que vous vous engagez, parce que votre entreprise a mis en place un Transco, que vous êtes éligible et que vous engagez dans Transco, ce n'est pas pour ça que vos dossiers soient retenus. Il faudra qu'il y ait un placement préalable pour regarder si vous êtes en capacité de suivre la formation que vous avez demandée pour ne pas vous remettre encore une fois dans le mur parce que vous n'auriez pas les compétences ou la qualité pour suivre effectivement ces formations. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes volontaire que vous serez obligatoirement retenu par les associations de transition professionnelle. Le financement est également donc, vu au moment donc, de la dépôt du dossier par les associations de transition professionnelle et bien évidemment les plateformes régionales de transition professionnelle pilotées par la Directe et maintenant qu'on appelle des DREXT, donc sont également à la manœuvre pour, elles, regarder l'ensemble des entreprises qui ont déposé des dossiers au niveau d'une manifestation d'intérêt pour voir s'ils peuvent recevoir des personnes parce qu'ils sont en demande de salariés également. Donc là, c'est la mise en place donc, de ces manifestations de déplacement d'intérêt qui fait que les entreprises disent, ben voilà, moi j'ai besoin de personnel, je n'en trouve pas, et donc je suis intéressé pour recevoir les salariés de cette entreprise qui, elle, est menacée. Quelles sont les entreprises éligibles à Transco? Alors, il y a plusieurs types d'entreprises éligibles à Transco. Les premiers, alors d'abord, toutes les entreprises sont éligibles, toutes, quelle que soit la taille, quel que soit le métier, à partir du moment où le métier, bien sûr, est menacé. Toujours pareil, c'est la menace du métier qui prime. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut effectivement aller sur Transco. Il faut obligatoirement avoir conclu un accord GEPP. Et quelle que soit, là aussi, la taille de l'entreprise. Donc, on n'a pas de « moi, je suis petite entreprise, je ne sais pas comment il faut faire, donc je n'en fais pas d'accord ». S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de Transco.
Donc, à ce moment-là, donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, si c'est une entreprise de plus de 50 salariés qui a des représentants du personnel, à ce moment-là, il faut avoir consulté, bien évidemment, avant la CSE. Donc, il faut que ça soit dans tous les cas de figure, quelle que soit l'entreprise. Il faut que ça soit sur des métiers qui sont fragilisés, obligatoirement. Il faut qu'il y ait cet accord, donc, DGEPP qui identifie au minima les métiers fragilisés et qui disent dans l'accord quels sont les salariés qui vont être concernés. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où on a identifié le métier fragilisé et qu'on a le nombre de salariés qui sont potentiellement touchés par cet accord, on peut réaliser l'accord. Donc, il y a les accords types qui vont être mis en place, enfin, qui sont mis en place d'ailleurs par les directs ou par les OPCO pour aider les entreprises à les remplir. L'accord, il est déjà tout rédigé. Il n'y a plus qu'à marquer simplement quel est le métier qui est fragilisé dessus. Ensuite, on a donc un accord donc, qui est déposé au niveau de la direction départementale du travail. Et l'accord qui a été déposé au niveau de la direction départementale du travail n'a pas besoin d'avoir l'avis de l'inspection du travail. Pour les moins de 300 salariés, c'est un accord qui repose uniquement et que uniquement sur la liste des emplois menacés. Tous les critères qu'on connaissait dans la GPEC avant ne sont pas éligibles aux accords de moins de 300 salariés. C'est juste les emplois menacés. Pour les autres, on reprend les accords GEPC qu'on avait avant et on refait à peu près le même type d'accord en y rajoutant les emplois menacés. Attention, une entreprise qui a été vers un plan de sauvegarde de l'emploi ou sur une rupture conventionnelle collective ne peut pas accéder à Transco. Mais par contre, une entreprise qui a mis en place un de ces deux dispositifs sur une partie de ses salariés et sur une autre partie des salariés a décidé de mettre en place un Transco sur un métier fragilisé à l'intérieur de l'entreprise pourra le faire dans ce cas particulier. Sinon, retenez simplement que quand on est sur un PSE ou sur une RCC, on n'a pas le droit d'aller sur Transco. D'accord. Maxime, quelles sont les conditions pour être éligible ? Alors, il y en a aussi là plusieurs conditions d'éligibilité. Donc, ici, on a fait attention à vous mettre pour chaque condition les articles du Code du travail. Pourquoi ? On sait très bien que dans vos entreprises, si vous avez à négocier ce type d'accord, l'entreprise vous demandera d'où tu tiens l'information et qu'est-ce que tu me dis et d'où ça vient. Donc, comme ça, vous aurez directement les dispositifs du Code du travail qui sont marqués avec. Donc, la première condition, c'est avoir obtenu l'autorisation d'absence. Bien évidemment, si on fait une formation, il vous faut une autorisation d'absence. C'est obligatoire. Être éligible au CPF de transition. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'utilisait pas son CPF de transition dans le cas d'un CPF de transition collective, mais il faut être éligible, parce que ça rentre dans le même système, au CPF de transition. Être volontaire, ça c'est une obligation formelle. Il faut obligatoirement être volontaire. On ne peut pas vous imposer d'aller sur un Transco, bien évidemment. Avoir réalisé un accompagnement auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, c'est devenu pour transition collective une obligation également. Occuper un emploi fragilisé, on l'a vu depuis déjà le début de l'intervention, donc ça c'est la condition sine qua non. Il faut occuper un emploi fragilisé qui a été défini dans l'accord et avoir réalisé un positionnement préalable. Alors, voilà. Au suivi de la formation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre entreprise est bien à Transco, ce n'est pas parce que vous êtes volontaire, ce n'est pas parce que vous avez donné votre nom au niveau des associations de transition collective que pour autant, vous pourrez participer à la formation. Il faut avoir fait donc obligatoirement ce positionnement préalable pour être sûr que si vous y allez, c'est que vous avez une chance d'avoir la formation, le diplôme et le titre professionnel. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à l'issue de la formation ? Alors, c'est certainement ce qu'il y a de plus intéressant dans ce dispositif, c'est qu'à l'issue de la formation, pour les gens qui auraient un peu peur, et ça se comprend, quand on a passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quand on a 45, 50, 55 ans, on n'a pas trop envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Même si on sait que le bateau prend l'eau de toutes parts, mais on se dit, je vais quand même rester jusqu'à ce que ça coule et puis on verra bien ce qui se passera plus tard. Là, il n'y a pas trop de risques, en fin de compte, avec Transco, parce que le contrat de travail, il est juste suspendu, il n'est pas arrêté.
Donc, vous êtes toujours, en fin de compte, salarié de l'entreprise. Mais comme vous faites une formation professionnelle, obligatoirement, vous devenez stagiaire de la formation professionnelle. Donc, tout le temps de la formation, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, c'est la formation professionnelle qui vous paye à l'entreprise, c'est la formation professionnelle qui vous paye. Mais par contre, quand vous avez obtenu le diplôme, vous redevenez salarié de l'entreprise. Alors, à l'issue de la formation, on a plusieurs choix, en fin de compte, qui vont s'opérer. Le premier choix, c'est de se dire, bon, moi, écoutez, l'entreprise d'accueil dans laquelle j'ai fait ma formation, qui cherche des salariés, sinon elle n'aurait pas été dans la formation, elle veut m'embaucher. Elle trouve que je suis bien, j'ai eu mon diplôme, on se connaît bien, je suis à sa main, elle veut m'embaucher. Très bien, impeccable. À ce moment-là, votre entreprise, elle va avoir le choix, comme n'importe quelle entreprise, de procéder soit à votre licenciement, soit elle va vous demander une démission, soit vous ferez une rupture conventionnelle. Bien évidemment, dans tout ce cas-là, vous serez accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour regarder quelle est la meilleure solution pour vous, bien sûr en accord avec l'entreprise, bien évidemment, pour pouvoir accéder à l'emploi dans l'entreprise qui veut vous recruter. Puis il y a une deuxième solution. Vous avez fait la formation, vous l'avez réussi, pourquoi pas, puis vous vous rendez compte que ben non, ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Ce n'est pas ce que vous vouliez faire, vous êtes trompé, vous imaginez quelque chose de différent. Et vous dites, ben moi, je préfère reprendre où j'étais avant dans ma boîte. Et bien, l'entreprise, elle doit vous réintégrer obligatoirement au poste que vous aviez, s'il existe toujours, ou à un poste équivalent, bien évidemment, vous l'avez bien compris, au même salaire, aux mêmes rémunérations, aux mêmes conditions que ce qui était avant. Et attention, dans ce cas-là, comme l'entreprise était déjà un petit peu mal en point, comme elle disait que c'était déjà un métier fragilisé, il y a de grandes chances que l'entreprise, bien évidemment, ensuite, elle mette en place une des mesures qu'elle jugera la plus adéquate. Ça peut être le licenciement, ça peut être autre chose, mais ça ne vous garantit pas, bien évidemment, de ne pas un jour être licencié dans votre entreprise. Ça, c'est le choix de l'entreprise et le vôtre, parce que vous la réintégrez. Alors, quel parcours de reconversion est éligible, en fait? Alors, on en a aussi, Olivia, là, plusieurs parcours qui sont éligibles. Les formations éligibles, c'est toutes les formations, absolument toutes les formations qui sont obligatoirement certifiantes ou qualifiantes. Il faut qu'elles soient inscrites au répertoire national des commissions professionnelles ou au répertoire spécifique, ou encore que ça corresponde à des blocs de compétences, puisque depuis maintenant 3 ans, les blocs de compétences, on peut les avoir un par un. On peut attendre 1 ou 2 ans avant de placer le deuxième, puis le troisième pour avoir un diplôme complet. Et le bloc de compétences, une fois qu'il est acquis à vie. Donc, il n'y a pas besoin de refaire une remise à niveau, quelque chose comme ça. On peut ensuite avoir donc une formation totale, complète, pour changer de métier. Et celles-là aussi sont éligibles à partir du moment où elles sont bien inscrites sur des métiers porteurs. Ces métiers porteurs, ils ont été inscrits dans toutes les branches professionnelles. On fait ce travail au mois d'octobre 2020. Donc, elles ont envoyé tous les métiers qui étaient les métiers porteurs et ils ont envoyé ça au niveau régional, au niveau de ce qu'on appelle les CREFOP, les conseils régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, ça a été envoyé au niveau du bassin d'emploi, au niveau des CREFOP. Ils connaissent tous leurs métiers porteurs. Et puis, de l'autre côté, les CREFOP ont également la liste des entreprises, cette fois-ci, qui, dans le bassin d'emploi, veulent recruter du personnel. Et on fait matcher les deux pour voir qu'effectivement, on puisse faire la formation. Ensuite, et en dernier point, donc sont éligibles également toutes les professions qui peuvent passer par la valorisation des acquis d'expérience, où là, si vous faites une VAE, vous pouvez également vous inscrire dans les formations éligibles. Alors, la durée, on le revoit, mais la durée, c'est entre 24 et, ça peut aller jusqu'à 24 mois, excusez-moi, jusqu'à 2400 heures, mais on vous l'a dit, hein, ça peut être 4 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et ça peut être 500 heures, 300 heures, 900 heures, 1000 heures, peu importe, mais jusqu'à 1400 heures. Par contre, il y a des formations non éligibles. C'est les formations qui sont de l'autorité de l'employeur et que l'employeur doit obligatoirement faire tout le long du parcours du salarié. C'est les formations d'adaptation au poste de travail. Ça, c'est l'obligation de l'entreprise de le faire. Ce n'est pas à Transco de le faire. C'est l'évolution au maintien de l'emploi. Ça aussi, c'est à l'entreprise de le faire. Ce n'est pas à Transco de le faire. Et c'est le développement des compétences, puisque maintenant, il y a les plans de développement des compétences dans les entreprises. Et donc, ça aussi, pareil, c'est à l'entreprise de le faire. Ce n'est pas à Transco de le prendre en charge.
Donc, Transco n'enlève pas les obligations de l'entreprise sur ces 3 derniers domaines-là. D'accord. Et quels sont les niveaux de prise en charge du dispositif Transco? Alors, les niveaux sont différents, puisqu'on l'avait vu tout à l'heure, c'est par rapport à la taille, en fin de compte, de l'entreprise. Okay. Donc, quand on est sur une entreprise de moins de 300 salariés, qui est le cas de la plupart de mes collègues qui travaillent dans le transport, quand on est dans une entreprise de moins de 300 salariés, c'est pas compliqué, le financement donc, de Transco, c'est 100%. Zéro reste à charge. Tout est pris en charge. Le salaire, l'hébergement, la nourriture, le transport, tout est pris en charge. C'est 100% qui est pris en charge. Quand on est sur les entreprises de 300 à 1000 salariés, là, on est sur une prise en charge qui est de 75%. Il y a donc 25% de reste à charge. Rappelez-vous, au tout début, je vous disais que l'entreprise devait signer un papier comme quoi elle s'engageait à prendre le reste à charge si des fois il y en avait un. Mais là, on est sur 25%. Il faut savoir que je vous ai dit qu'on pouvait co-construire également avec l'entreprise receveuse, l'entreprise porteuse du projet. Cette entreprise, elle va recevoir du personnel qu'elle va former à sa main, qui va lui être payé à 100%. Résultat des courses, qu'est-ce que ça va lui coûter de faire un contrat avec l'entreprise qui est donneuse de personnel pour 25%? Ça ne lui coûte rien. D'autant plus qu'attention, n'oublions pas que dans un même bassin d'emploi, il peut y avoir plusieurs entreprises porteuses intéressées pour recevoir du personnel. Mais par contre, il peut y avoir qu'une seule entreprise qui, elle, va être en difficulté. Donc, il va y avoir certainement de la concurrence entre les entreprises porteuses qui vont vouloir s'arracher un peu les personnels. Donc, il serait bienvenu de signer une convention avec ceux qui doivent malheureusement se séparer de personnel. Et puis ensuite, vous avez les entreprises de plus de 1000 salariés. Et là, les entreprises de 1000 salariés, bien évidemment, ils ont les reins beaucoup plus solides quand même s'ils doivent aussi faire des économies, et même si elles doivent aussi, malheureusement, se mettre dans des plans de ce type-là. Et elles, la prise en charge, donc, c'est quand même 40%. On va les aider à 40% de la prise en charge et il y aura 60% de reste à charge. Mais j'allais dire qu'au regard de ces entreprises et de leur nombre, bien évidemment, c'est celles qui sont souvent les plus aidées par des gros plans de financement nationaux, tout simplement parce qu'une entreprise, il faut savoir que 5000 personnes qui se retrouvent au chômage d'un coup, c'est 1 point de PIB. Donc, c'est énorme. Donc, l'État français, généralement, quand on a des gros plans comme ça, c'est le cas, par exemple, on a vu à Air France, on a vu au niveau de Airbus, on l'a vu au niveau d'Euro Disney, on l'a vu au niveau… Toutes ces grosses entreprises-là n'ont pas les mêmes aides du tout qu'une petite entreprise. C'est pour ça que là, elles sont moins aidées parce qu'elles ont d'autres moyens de financement. D'accord. Alors, en résumé, quel chemin il faut parcourir? Alors, on va reprendre, si tu le veux bien, Olivia, donc un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, ce cheminement. Alors, le slide qui est présenté ici est un petit peu, excusez-moi, un peu imbuvable, je vais le dire comme ça, mais je vous propose à toutes et à tous, bien évidemment, de le regarder plus profondément, tranquillement chez vous. On va reprendre simplement le petit serpent, qui ne sera pas un serpent de mer, je l'espère, et on va reprendre depuis le début. La première étape, c'est bien évidemment l'accord qui est proposé par l'entreprise de mettre une GEPP en place parce qu'elle a des salariés qui sont fragilisés. Le deuxième point qu'il faut ensuite passer, c'est l'information collective qui est faite par un conseiller en évolution professionnelle qui va venir mettre tous les salariés au même niveau de compréhension. Tous ceux qui pourraient rentrer dans le dispositif. Ils ne sont pas encore dans le dispositif, ils n'ont pas encore donné leur accord. Là, c'est une information collective. Passe ensuite la troisième phase, qui est la formalisation de l'accord, c'est-à-dire l'accord est écrit par les délégués du personnel ou au niveau donc, de l'entreprise avec l'assentiment de tous les salariés. L'accord est écrit, l'accord est déposé auprès de l'adresse qui doit simplement l'enregistrer, pas donner son accord, donc on ne perd pas de temps dans ce coup-là. Ensuite, on a l'accompagnement, cette fois-ci, individuel, sur chaque salarié qui se sera déposé comme volontaire. Je suis volontaire, je veux aller dans le dispositif, j'ai un accompagnement individuel cette fois-ci. Il va me suivre tout le long de mon parcours. Le dossier est déposé au niveau donc, des ATPRO, puisqu'il a été déjà déposé avant au niveau d'inspection. Donc, il est déposé au niveau des ATPRO qui vont instruire ce dossier, ils vont regarder
si l'éligibilité du dossier est faite, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau du salarié. Si le salarié il a bien les capacités pour pouvoir entrer en formation, faire la formation et tout ce qu'il faut. Ensuite, bien évidemment, on y arrive. On a été là pour ça. On part en formation. Ça y est, la formation est acceptée. Je pars en formation, je vais dans l'entreprise d'accueil, l'entreprise porteuse, et je fais ma formation et j'obtiens ma formation. Et à ce moment-là, on arrive au fin du parcours où le salarié donc devra à ce moment-là décider si il reste, si l'entreprise porteuse en est d'accord, bien évidemment, s'il reste dans l'entreprise où il a fait sa formation, s'il va dans une autre entreprise où il a eu le métier, puisque maintenant il a le métier, donc il peut aller très bien dans une autre entreprise qui lui correspondrait mieux. Imaginons qu'il est bien dans son bassin d'emploi, mais que ce salarié, entre-temps, il a des problèmes familiaux, il divorce. N'importe quoi, il divorce. Et donc, il décide de se rapprocher, pourquoi pas, de l'Île-de-France alors qu'il était dans le Midi. Et avec son diplôme, avec son métier, comme c'est un métier porteur, il y a de grandes chances qu'il y ait du travail à Paris. Et à ce moment-là, il partira travailler à Paris avec son métier porteur. Il n'y a pas de souci, il n'est pas obligé de rester dans l'entreprise où il a fait sa formation. Ou alors, tout simplement, il décide de repartir dans son entreprise initiale. Et à ce moment-là, il retourne dans son entreprise initiale. Encore une fois, et l'entreprise initiale regardera comment elle continue à travailler avec son salarié. Et là, on a fait la quadrature du cercle. Tout est fini. On a réalisé Transco. D'accord. Et on parlait du GEPP tout à l'heure. Alors, comment on négocie ces accords? Alors, justement, c'est peut-être la chose aujourd'hui qui coince un petit peu. Des entreprises ne se sont pas totalement mises dans Transco parce qu'elles sont de petite taille, et elles ne comprennent pas trop comment il faut faire cet accord GEPP. Ça leur semble un peu énorme à faire. Alors que pas du tout. Ces accords de gestion des emplois et des parcours professionnels ont été en fin de compte établis pour les grosses entreprises et pour les toutes petites entreprises. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, un accord correspond à la taille de l'entreprise. Si on est sur une grosse structure, à ce moment-là, l'accord GEPP va se rapprocher de ce qu'on connaissait de la GPEC, où il y a des items obligatoires à négocier dedans. Là, c'est le cas. On va négocier tous les items qu'il y avait avant dans la GEPC. Et en plus, on devra mettre par contre l'item emploi fragilisé. Voilà. Dans cet accord-là, on devra mettre en plus emploi fragilisé. On devra le transmettre toujours pareil à la directe, qui n'a pas, contrairement à la GPEC, d'obligation de devoir l'étudier, ramener ensuite à l'entreprise ce qui va ou ce qui ne va pas dedans. Là, elle doit simplement l'enregistrer. Point. C'est tout ce qu'elle doit faire. Elle veille, si c'est une grosse entreprise, que les items ont bien été réglés, qu'il y a en plus celui d'emploi fragilisé, et ensuite, elle va effectivement l'enregistrer et l'accord est fait. Donc là, on n'est pas sur un accord type, entre guillemets. Par contre, si on est dans une toute petite structure, à ce moment-là, si on est sur une petite structure, on a réalisé des accords types qui font 2 pages. Donc, c'est rien. Il faut les demander au niveau des OPCO. Les OPCO en ont des accords types, mais les DREST en ont aussi. On peut les demander. Et là, il suffit simplement de remplir le nom de l'entreprise, son SIRET, son numéro, le nombre de salariés qu'on a. On identifie l'emploi fragilisé. Bien sûr, et comme je l'ai dit depuis le début, il faut que cet emploi fragilisé soit également identifié au niveau de la liste régionale, puisqu'on est sur le bassin d'emploi. Et à ce moment-là, on dépose son accord directement à la directe. Ça a pris un quart d'heure montre-main à le remplir. Ah oui, et comme on est dans une petite entreprise, il n'y a pas de délégué du personnel, ou très peu. Donc, c'est très, très rapide. On le dépose, évoque la galère, on fait l'ensemble du parcours pour faire transition collective. D'accord. Pour les entreprises de moins de 300 salariés? Alors, pour les entreprises de moins de 300, ce que je viens de dire, donc elles ne sont pas soumises, celles-là, à la GPEC. Les autres, il faut savoir que la GPEC reste obligatoire quand même. Hein. Okay. La GPEC reste toujours, alors maintenant c'est la GEPP aussi, mais ça reste obligatoire. Pour les entreprises de moins de 300, il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est pour ça qu'on est sur ces accords types. Pour les petites entreprises, on est sur un accord type. Et là, on identifie voilà, tout ce que je vous ai dit là, à moyen terme et ainsi de suite. D'accord. Eh bien, je viens
Nous sommes déjà à la fin de ce webinaire. En fait, ça passe vite. Oui, c'est rapide ces webinaires. Ça permet en peu de temps de pouvoir vous expliquer les sujets un peu complexes. Bien évidemment, il y a les supports que vous pourrez regarder. C'est enregistré, donc vous pourrez bien évidemment à loisir et à l'envie doucement réécouter tout ça. Et si, comme on vous le disait avec Olivia tout à l'heure, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, bien évidemment, vous pourrez m'envoyer des mails et je vous répondrai par mail aux questions que vous pourrez vous poser. La fédération étant à votre disposition pour vous aider là-dessus. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes, que vous avez pu effectivement apprendre quelque chose sur les transco. Et maintenant, à vous de jouer. Merci Maxime, à bientôt. Merci Olivia, à bientôt.